le bernardin est automatiquement, comme le rémondin, une monnaie, or rémondin aussi bien de Roquefeuille que celui de Toulouse, c'est une monnaie politique, c'est un moyen d'affirmer une place et un rôle que détiennent les seigneurs dans une seigneurie ou dans un ensemble de seigneuries. Et pour le diamètre, les deniers vont continuer à s'amoindrir. Au XIVe siècle, nous avons les deniers qui... Alors, les titres baissent de plus en plus, on parle de billon noir, et puis le denier va finir par disparaître, puisqu'on créera le double denier. Mais ça s'était déjà passé sous l'Empire romain. Denier avait tellement perdu d'importance qu'au IIIe siècle, on l'a remplacé par une autre monnaie qui s'appelle l'antonien, qui vaut lui aussi 2 deniers. Donc c'est toujours le même problème. On a une loi qui est bien connue, qui est ce qu'on appelle en matière économique la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Pensez aujourd'hui à qui chasse la bonne. Je suis sommier-roi, ça explique la passion avec laquelle j'ai suivi cette conférence, mais aussi l'humilité avec laquelle je suis venu ici, parce que si les seigneurs d'Anduze et Sauve n'avaient jamais battu monnaie, l'atelier monétaire de Sommières n'aurait jamais existé. Et je m'intéresse à cet atelier monétaire. La dernière trouvaille, si on peut dire, que j'ai faite, c'est dans le dictionnaire topographique de Germain Durand, qui donne une sapiensis moneta en 1010. Nous fêterions cette année le millénaire du Bernardin. Il ne donne aucune source, il donne simplement la date, 1010, sapiensis moneta, monnaie de Sauve, portant le nom des seigneurs du Dieu. C'est tout ce qu'il donne dans son dictionnaire topographique. Autre réflexion qui rejoint exactement ce que vous donniez sur les 2 monnaies, des Andusia, des Salvés, pour moi c'était de la ville de Sauve, de la ville d'Anduze. Salviensis et Andusiensis, c'est la région. Donc une influence beaucoup plus large. Et qui correspondrait à l'expansion qu'a eu la maison d'Anduze et Sauve, à ce moment-là. Bien entendu, qui s'est arrêté en 1948, lorsque Saint-Louis a rattaché au royaume de France toutes les dernières possessions des seigneurs d'Anduze et Sauve. À part ça, tout ce que je peux dire, c'est que quand j'ai suggéré à une numismate de la rue de Richelieu, j'avais l'intention de mettre noir sur blanc quelque part sur l'atelier de Sommières, en lui disant après tout à 1000 ans de différence, je n'aurai pas de contradicteur, elle m'a répondu, détrompez-vous, en numismatique plus que n'importe où, dès que vous avancez une proposition, vous trouverez un contradicteur. Là, je ne commenterai pas la dernière phrase, mais elle est souvent vraie. Elle est souvent aussi justifiée, parce qu'en numismatique, on a écrit beaucoup de bêtises. Alors non pas que... Et on continue. Le problème, je vous rappelle que la base de nos connaissances en numismatique médiévale repose sur des ouvrages et sur des dessins du XIXe siècle, ce qui est complètement... Dans n'importe quel autre pays, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, vous avez des flopées de bouquins avec des centaines de planches. Actuellement, je dois avoir, avec le nombre de photos que je vous ai donné tout à l'heure, donc 15 pièces photographiées, je dois être en 3e position. C'est-à-dire qu'il y a 2 marchands de plus que moi qui ont plus de photos que moi. Parce que pourquoi? Parce que moi, ah oui, je ne vous ai pas parlé des prix, parce que c'est vrai que en matière scientifique, on ne parle jamais d'argent. C'est mal ça. Denis d'Anduze, est-ce que c'est rare? Ça peut vous intéresser. Après tout, il y en a peut-être qui en ont, il y en a peut-être qui rêvent d'en acheter. Denis d'Anduze, le premier type qui pour moi est vraiment beaucoup plus rare, mais souvent beaucoup moins beau et moins bien conservé. 100 à 200 euros, pas très cher. Le deuxième type, alors moi pourquoi je pense premier, deuxième type? Parce que justement, je pense à l'étymologie et je m'appuie sur justement la logique monétaire. La logique monétaire des trésors voudrait que ça soit la croix ancrée qui soit le plus ancien. Pour moi, je pense que c'est l'autre. Mais après, il faut le prouver, il faut l'avancer. C'est une hypothèse de travail. Une hypothèse de travail, ça se vérifie et ça se publie après. Mais pour revenir au prix, deuxième type, donc là, on a quand même au moins une bonne centaine d'exemplaires connus. Bon, moi, je vous ai donné les miens, tout.
les prix varient entre 100 et 250 euros. Pourquoi? Parce que c'est mieux conservé et que c'est plus joli, que ça parle plus aux gens. L'obol d'Anduze, j'en ai eu qu'un exemplaire, un peu plus de 300 euros. Un denier de Roquefeuille, je vous ai dit 5 exemplaires, aujourd'hui on en connaît une dizaine en total, mais il y avait 5 exemplaires vraiment connus, 1500 à 2000 euros. Une obole de Roquefeuille, 2 exemplaires connus, 3000 à 5000 euros. Pour une monnaie qui pèse 0,40 carat, ça fait cher le gras. Voilà. Pour revenir à vous répondre. Alors là, je ne vous répondrai pas directement parce que vous êtes en thèse, donc vous êtes l'homme, comme on dit, l'homme de l'art. Alors, bon, tout le monde peut se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? On va avancer des hypothèses. Justement, c'est pour ça que je vais rebondir sur l'hypothèse de Sommières. Vous savez que Sommières, bon, très bien, atelier royal en 1248. Mais à l'apparition des points secrets en 1386, Sommières excite. C'est-à-dire que le rôle de Sommières avait disparu. Alors, plusieurs hypothèses à ce niveau-là. C'est que les mines s'étaient épuisées. En fin de compte, il n'y avait plus d'argent à Sommières, et donc l'atelier a fermé normalement. Mais l'atelier n'existe plus en tant que tel. Il n'y a pas de point, Sommières n'a pas de point secret. Il n'est pas reconnu comme atelier. Il a donc frappé entre 1248 royal et 1385 maximum. 1240. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire que l'atelier a perdu. La mention de 1000, en effet, je la connais, elle est dans les livres, et elle a été reprise en hypothèse. Mais elle va à l'encontre de tout ce qu'on a pu dire ce soir, puisque en réalité, si je m'appuie sur votre hypothèse de texte, c'est même plus 1190, c'est 1210. Donc entre 1210 et 1240 ou 1230, on aurait deux types monétaires très différents. Ça paraît impossible. Pour la croix aragonaise ou croix du Gévaudan, cette fameuse croix, c'est le seul monnayage de tout le monnayage féodal avec ce type de croix-là. Là, il y a quand même quelque chose, il faut aller chercher. C'est pas normal. Tous les autres types, il y a toujours 2 croix, 3 croix, ça a été imité, ça a été copié. En plus, on est à une période où on se copie. Si ça n'a pas été copié, c'est que le monnayage n'a pas marché. Parce que ça veut dire que ça ne passait pas, que les gens ne comprenaient pas, qu'il était mal interprété, mal lu, mal compris. Donc ça, c'est, à mon avis, au niveau symbolique médiéval, cette croix-là, elle a... Malheureusement, je n'ai pas pu vraiment m'y intéresser. Bon, tout à l'heure, j'ai vu une dame qui est de Sauve, qui a pris contact avec moi. Il y a tout un symbolisme aussi. On n'a pas abordé du tout le symbolisme des lettres. On a parlé des noms, Raymondin, comme Rocafobias ou Bernardin, mais ces lettres avaient certainement une importance. Je vous ai dit tout à l'heure, les gens ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ils s'identifient par l'image. Donc l'image, le fait de l'image fait que c'est reconnu tout de suite. Et que les deux noms, que ce soit Raymondin ou Bernardin, est quand même reconnu, même si ce n'est pas une monnaie d'importance économique fondamentale comme le Melgorien. Le Melgorien, il n'y a rien, c'est pas écrit Melgorien, hein, c'est parce que c'est de l'œil. C'est tout. Allô, oui. Je vais passer le micro au monsieur. Je voulais simplement apporter une précision. On parle du denier Melgorien, donc, qui était frappé chez les seigneurs de Melgueil. C'était une seigneurie, hein, faut pas l'oublier. C'est Moguillot aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous situer géographiquement, c'est la ville de Moguillot, Melgueil. Voilà, c'était pour vous situer, c'est à côté de Montpellier. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne la croix cercelée, il a été retrouvé des bulles de Bernard d'Anduze qui font mention de cette croix. Et donc là, on les date sans problème du milieu du XIIe siècle. Donc si on reprend la même symbolique, on peut penser qu'elles sont contemporaines. Surtout que les sceaux, en général, sont souvent, le sceau étant très important, puisque c'est la marque du Seigneur sur les actes authentiques, va jouer un rôle très important. Il est souvent initiateur de beaucoup d'autres choses. Merci. Oui, moi, je voudrais revenir à l'association de différents monnayages dans les textes. Vous avez évoqué, pour je ne sais plus, 300 textes que vous aviez. Alors, dans les redevances féodales ou ventes locales, on trouve effectivement très souvent l'association du Melgorien et du Bernardin. Généralement, en nombre, le Bernardin est relativement symbolique. Alors, est-ce que c'est, comme vous faites l'hypothèse, lié à une présence politique un peu obligatoire? Il faut qu'il y ait du Bernardin, puisque moi je parle de textes très locaux, alors que l'essentiel de la redevance est exprimé en Melgorien. Est-ce que